Bonjour. Maintenant, on va commencer la troisième unité concernant le transfert de l'information génétique par la reproduction sexuée et la génétique humaine. Et on va voir le premier chapitre concernant la reproduction sexuée et on va chercher quelques problématiques. Pour commencer, on va poser des problèmes concernant la troisième unité. Nous, les humains, nous sommes tous semblables. Nous sommes interféconds, nous avons le même plan d'organisation et le même karyotype, c'est-à-dire que le plan de fabrication et de fonctionnement est construit sur le même modèle pour nous tous. Et pourtant, nous sommes tous différents. Chacun de nous est différent des autres, pour certains caractères, sauf à discuter le cas des vrais jumeaux. Nous ne sommes pas semblables à nos parents. La reproduction sexuée n'est pas une reproduction dans le sens où on dit une reproduction conforme. L'information génétique est transmise d'une génération à une autre, c'est-à-dire à la suivante, au cours de la reproduction sexuée qui introduit une diversité des individus dans la descendance, tout en conservant les caractéristiques de l'espèce. Ainsi, tous les individus d'une même espèce possèdent le même karyotype et le même génome, mais peuvent présenter des génotypes et phénotypes différents, même pour les végétaux. Alors, si on pose des questions concernant ce texte, comme première question, qu'est-ce que la reproduction sexuée et son intérêt? Comment interpréter les différences entre les générations? Comment expliquer que la reproduction sexuée assure à la fois la stabilité de l'espèce et la diversité de l'individu? C'est-à-dire, on garde toujours le même karyotype, mais on n'est pas semblable. Comment étudier la transmission des caractères héréditaires chez l'homme? Posons le problème du premier chapitre. Les individus d'une même espèce ont tous en commun les caractères de l'espèce. Vous voyez, les vaches ce sont des vaches, les humains ce sont des humains, les cynies ce sont des cynies. En revanche, chacun d'eux se distingue par des caractères individuels, à part les vrais jumeaux. Les faux jumeaux ainsi que les frères et sœurs nés à plusieurs années d'intervalle ne sont pas identiques entre eux. Chaque descendant n'est identique à aucun de ses parents. On parle de diversité génétique. La diversité ou polymorphisme est une conséquence de la reproduction sexuée au cours de laquelle la méiose et la fécondation assurent le brassage et la transmission des chromosomes maternels et paternels. Comme question ou comme problème, on peut se poser comment la reproduction sexuée assure-t-elle en même temps la stabilité et la variabilité des individus au sein d'une même espèce et de génération en génération. Comme deuxième problème, comment au cours de leur cycle de vie, les espèces conservent-elles et transmettent-elles leur patrimoine génétique? Et on commence par une situation problème, c'est-à-dire le problème de début. Au cours de la reproduction sexuée, deux parents, mâle et femelle. La reproduction sexuée nécessite un mâle et une femelle qui donnent des cellules spécialisées, les cellules reproductrices ou gamètes mâles et femelles qui s'unissent pour donner naissance à un nouvel individu diploïde. Donc la reproduction sexuée assure la pérennité d'une espèce ainsi que leur diversité génétique. Donc on continue. Au cours de la reproduction sexuée, deux parents mâles et femelles transmettent par leurs gamètes à leurs descendants un lot de gènes paternels et un lot de gènes maternels par l'intermédiaire des gamètes. C'est-à-dire le père va donner un spermatozoïde et la mère va donner un ovule. Ces deux lots de gènes réunis dans l'œuf déterminent le sexe et le caractère ou les caractères de chaque descendant. Donc les deux gamètes vont se rencontrer pour donner un œuf qui va donner un nouvel individu de sexe mâle ou femelle. Ce dernier va grandir et lui aussi va donner une autre famille. On cherche à comprendre les mécanismes à l'origine de la diversité des gamètes et donc à l'origine de la diversité des individus. Donc, comme problème, comment se forment des gamètes génétiquement différents?
un père et une mère. On sait que les humains sont à 46 chromosomes, cellules diploïdes. S'ils donnent des gamètes diploïdes, leur rencontre va donner un individu qui est à 92 chromosomes, ce qui est anormal. Donc, c'est un problème et on doit chercher à résoudre ce problème. Donc, on va supposer que soit la mère ou le père vont donner des gamètes, c'est-à-dire des spermatozoïdes différents par leur combinaison d'allèles, 23 chromosomes, X ou Y. C'est-à-dire que le père va donner une cellule gamétique à 23 chromosomes et qui a soit X, soit Y. Alors que la femelle doit donner un gamète à 23 chromosomes contenant seulement X, parce que la femme a seulement XX. Donc la rencontre de ces deux gamètes, un nouvel individu, a 46 chromosomes, c'est-à-dire un être diploïde, et qui va être soit fille, soit garçon. Alors, comme première activité, comment obtenir des gamètes qui sont haploïdes, c'est-à-dire à 23 chromosomes au lieu de 46 chromosomes. On a ici le premier document qui présente les karyotypes réalisés sur la cellule souche germinale, la spermatogonie, document A, et la spermatocyte 2, futur gamète mâle, le spermatozoïde, récolté au niveau des tubes séminifères des testicules. Donc vous avez ici des questions. Décrire et comparer les karyotypes de différentes cellules ayant donné les formules chromosomiques, et à partir de vos connaissances, supposer une hypothèse sur le caractéristique ou les caractéristiques de la division permettant de produire les cellules reproductrices. Donc, comme toujours, arrêtez la vidéo pour étudier ce petit problème et trouver des solutions, et après, démarrer la vidéo pour comparer. Donc, comme première réponse, la spermatogonie possède 46 chromosomes. On voit ici, les chromosomes sont assemblés en paires. Et on a 23 paires, donc 46 chromosomes, organisés en paires de chromosomes homologues. C'est une cellule diploïde à 2n est égale à 46 chromosomes, contenant des chromosomes en deux exemplaires, un du père et l'autre de la mère. La seconde cellule, le spermatocyte 2, possède seulement 23 chromosomes. Remarquez ici, il y a seulement 23 chromosomes. Et on a ici un X. Là, on a un Y. C'est-à-dire il y a un gamète qui va porter un X et un gamète qui va porter seulement un Y. Donc, comportant chaque chromosome en un seul exemplaire, soit N chromosomes. C'est-à-dire, on parle de cellules haploïdes. Elle peut être qualifiée de cellule haploïde si une cellule à N est égale à 23 chromosomes qu'on appelle gamète. Entre la spermatogonie et le spermatocyte 2, on note le passage de la diploïdie à l'haploïdie. Comme deuxième question, supposez une hypothèse. La gamétogenèse produit donc des cellules haploïdes, les gamètes à partir des cellules souches diploïdes. La gamétogenèse, c'est-à-dire la formation des gamètes, produit donc des cellules haploïdes, qui sont les gamètes, à partir de cellules souches qui sont diploïdes. Ce sont les cellules germinales. On suppose qu'il y a un phénomène qui permet de réduire le nombre de chromosomes chez les cellules filles. On a 46, maintenant on a seulement 23. On suppose qu'il y a une sorte de division qui permet de donner les cellules filles haploïdes. Là, le schéma présente ce qu'on appelle la spermatogenèse. On a ici les cellules germinales qui vont donner des cellules qui sont haploïdes, les spermatozoïdes, le canal du tube séminifère. Donc, comme hypothèse, on a supposé qu'il y a un phénomène qui permet de réduire le nombre de chromosomes chez les cellules filles, ou qu'il y a une sorte de division qui permet de donner des cellules qui sont haploïdes. D'ailleurs, on remarque ici que les cellules se divisent. Activité numéro 2, mise en évidence de la réduction du nombre de chromosomes, c'est-à-dire pour confirmer notre ou l'une de nos hypothèses proposées tout à l'heure. On effectue le dosage de la quantité d'ADN contenue dans le noyau d'une spermatogonie au cours de la spermatogenèse, c'est la formation des gamètes mâles. Le graphique du document ci-dessous représente une partie des résultats obtenus. Donc, comme question, décrire l'évolution de la quantité d'ADN au cours de la spermatogenèse et définir le phénomène découvert qui permet d'obtenir des cellules haploïdes.
Comme toujours, arrêtez la vidéo pour répondre à vos questions. Alors, comme première réponse, décrire l'évolution. Qu'est-ce qu'on constate ici? Que au début, la quantité d'ADN reste constante. Puis, il va augmenter. C'est-à-dire, il va passer de 1 à 2. Donc, il y a une duplication. Donc, on est dans la phase S de l'interphase. Donc, ici, c'est l'interphase. Donc, on a une division qui est précédée par une interphase. Après, on voit qu'ici, il y a une première division, puis une deuxième division, pour aboutir à la moitié de la quantité d'ADN qui était au départ. La courbe de variation de la quantité d'ADN. L'étude de cette courbe nous montre plusieurs phases caractéristiques. La phase G1, caractérisée par la constance de la quantité d'ADN AQ. La phase S qui correspond à la réplication, c'est-à-dire la duplication de l'ADN, la quantité d'ADN passe de 2Q à 2Q, de 1 à 2. La phase G2, caractérisée par la constance de la quantité d'ADN à 2Q. Les phases G1 et S et G2 nous rappellent l'interphase qui se produit avant la division. Et après, on voit qu'il y a une succession de deux divisions cellulaires. La première fait passer la quantité d'ADN de 2Q à Q, donc on passe de 2 à 1. On l'appelle division réductionnelle parce qu'elle a réduit le nombre de chromosomes de moitié. La deuxième division qui permet un passage de la quantité d'ADN de Q à Q sur 2, c'est-à-dire de 1 à 0,5. Et on l'a appelée division équationnelle. Définir ce phénomène. C'est la méiose. C'est une succession de divisions cellulaires réductionnelles et équationnelles qui se déroule dans les organes sexuels, les gonades, et permet donc de produire des cellules haploïdes, les gamètes, à partir des cellules mères diploïdes. Donc la méiose, on ne peut l'observer que dans les cellules germinales des gonades, c'est-à-dire les organes sexuels. Troisième activité. Étude des différentes étapes de la méiose et son importance. Le document 1 ci-dessous présente les différentes phases de la méiose au cours de la gamétogenèse. Donc ici, on a différentes phases de la méiose et on vous pose les questions suivantes. En vous appuyant sur l'observation du document 1 et en utilisant vos connaissances sur la métose, décrire les phases de la méiose, identifier les différentes phases, faire des schémas d'interprétation et dégager les caractéristiques. Décrire le comportement chromosomique pendant les phases B, C, F et G. B, C, F et G. Puis, déterminer la formule chromosomique de la première cellule et de la dernière cellule formée. Comme toujours, arrêtez la vidéo pour répondre à vos questions tout seul et redémarrez-la pour comparer vos réponses. Donc, si on commence par la première question, décrire les phases de la méiose. On voit ici que le noyau disparaît, laisse à sa place des chromosomes qui vont se déplacer et qui vont se condenser pour reformer de nouveaux noyaux. Donc, avant de passer à la première question, on va voir un film de la méiose. Alors, contemplez ce film et essayez de déterminer les différentes étapes de la méiose. Donc, pour mieux comprendre, tu vas voir une cellule où il y a une paire de chromosomes bleus et une paire de chromosomes rouges. Ce qui est en rose, c'est des microtubules, sortes de petits câbles qui déplacent les chromosomes, c'est-à-dire le faisceau achromatique. Donc ça nous rappelle la métaphase. Là, c'est l'anaphase, migration polaire des chromosomes. Division de la cellule mère en deux cellules filles. Regardez les chromosomes, ils sont toujours visibles. Puis on passe à la deuxième division, la prophase, la métaphase,
l'anaphase et bien sûr la télophase, donc séparation des cellules, des deux cellules filles, et on va avoir 4 cellules. Maintenant, tu vas voir ce qui se passe vraiment dans une cellule. Ouvre grand les yeux et amuse-toi à retrouver les étapes. Alors, on demande de écrire les phases de la méiose, identifier les différentes phases, faire des schémas d'interprétation et dégager les caractéristiques. Donc, on va appliquer ce qu'on a vu dans la vidéo et on vous demande de chercher quelles sont les étapes et quelles sont les photos ou les images correspondant à ces étapes. On a vu que il y a 2 types de division. Une première division et une deuxième division et chacune correspond à 4 étapes. La prophase 1, la métaphase 1, anaphase 1, télophase 1, etc. Donc on va chercher ici la prophase 1, là voilà, l'anaphase ou la métaphase 1, l'anaphase 1 et la télophase 1. Voilà. Et on cherche maintenant ici quelles sont les figures correspondantes. Donc ici c'est la prophase 1. On a toujours une cellule. Là c'est la télophase. Là, c'est l'anaphase. Toujours ici, on a l'anaphase. Là, on a la métaphase. Une, bien sûr. Là aussi, le début de l'anaphase. Pour les autres, on a la prophase, enfin la prophase 2. On a la métaphase 2. On a l'anaphase 2. Et on a la télophase 2. Donc, ceci correspond à la métaphase. Ceci correspond à la télophase, celle-ci à l'anaphase et celle-ci à la prophase. Donc comme ça, on a une idée concernant les étapes de chaque division. Donc on va décrire ces étapes et identifier et faire des schémas et interprétations ou dégager les caractéristiques. Donc en première division, on a la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase 1. C'est le nom de ces étapes. Les images observées. Donc voilà les images observées pour chacune. Les dessins. Des dessins simples. On remarque ici que le noyau va disparaître. Apparition des chromosomes qui vont être plus clairs et vont s'assembler en ce qu'on appelle des tétrades. Il va y avoir appareillement des chromosomes homologues. Là, c'est la métaphase, donc assemblage des chromosomes au niveau de la plaque équatoriale, mais remarquez ici que les chromosomes homologues sont de part et d'autre de l'équateur. Pour l'anaphase, vous voyez ici séparation des chromosomes homologues, mais chaque chromosome, il comprend toujours 2 chromatides. Et là, on a bien sûr la télophase, caractérisée par la séparation ou la division de la cellule mère en 2 cellules filles. Maintenant, déterminons les caractéristiques. Pour la prophase 1, c'est la plus longue des phases, se réalise en 5 étapes et se caractérise par. Les 5 étapes sont leptotène, zygotène, pachytène, diplotène et diakinèse.
Ces étapes, vous n'avez pas à les reconnaître, mais seulement comme information. Donc, cette prophase 1 est caractérisée par la disparition de l'enveloppe nucléaire, donc disparition du noyau, individualisation des chromosomes et formation d'un fuseau achromatique à partir du centrosome. Remarquez ici, le centrosome s'est divisé en deux, il va y avoir des déplacements vers les pôles et formation d'un fuseau achromatique entre les deux. Appareillement des chromosomes homologues, bivalents, et on parle de tétrades. Parfois, il peut se produire des chevauchements entre les chromatides des chromosomes homologues appelés chiasmes. Structure observée entre chromatides non sœurs. Au cours de ces contacts, des échanges de chromatides entre chromosomes homologues sont possibles. C'est ce qu'on appelle crossing over ou enjambement. Il s'agit d'un échange physique réciproque entre deux des quatre chromatides d'une paire de chromosomes homologues. Remarquez ici, on a le noir et le brun. Et remarquez ici, il y a un changement de fragment. Chaque chromosome a un fragment qui est différent. Donc on parle de crossing over. On va voir tout ça après de façon plus claire. Pour la métaphase 1, assemblement des chromosomes à l'équateur de la cellule. Les bivalents sont disposés sur le plan équatorial de la cellule de telle manière que les centromères des centrosomes homologues sont de part et d'autre du plan équatorial. Les bivalents sont accrochés aux fibres du fuseau. Chaque chromosome va rester sous forme de deux chromatides. Pour l'anaphase 1, séparation et migration vers chacun des pôles de la cellule des chromosomes homologues de chaque bivalent. Ces chromosomes possèdent toujours deux chromatides. En fin de l'anaphase, à chaque pôle, on a un lot de N chromosomes à deux chromatides. Remarquez ici, on part de 4 chromosomes, 2 rouges et 2 bleus. Alors on arrive ici, sur chaque pôle, on a seulement un rouge et un bleu. Donc on a ici, dans chaque pôle, un lot de N chromosomes à deux chromatides. Et là, à la fin, c'est la télophase caractérisée par la télophase. Elle est souvent écourtée, c'est-à-dire elle est très courte. La cellule mère subit la cytodiérèse. Cytodiérèse veut dire division de cytoplasme et formation de deux cellules haploïdes. Chaque chromosome possède deux chromatides. Chaque cellule contenant N chromosomes a deux chromatides, elle est haploïde puisque le nombre de chromosomes a été réduit de moitié. On parle de 4, on en a 2. Par rapport à la cellule mère, on parle de division réductionnelle ou la méiose 1. Pour la deuxième division, on a toujours les 4 étapes, prophase 2, métaphase 2, anaphase 2 et télophase. Donc chacune, comme on a constaté tout à l'heure, est caractérisée par une image. Ces images, bien sûr, on peut donner un dessin de chacune et on va déterminer leurs caractéristiques. Pour la prophase 2, très brève, comme la télophase 1, est courte car les chromosomes sont déjà condensés et répliqués et apparents. Les N chromosomes sont à deux chromatides. Aspect de chromosome très compacté, nombre haploïde, formation d'un nouveau fuseau achromatique à partir des centromères. Là voilà, le fuseau achromatique formé à partir des centromères. La métaphase 2. Les chromosomes se placent une nouvelle fois dans le plan équatorial de la cellule alignés par leur centromère. Toujours présents sous forme de deux chromatides. Les deux chromatides d'un même chromosome sont situés de part et d'autre du plan équatorial. Tout à l'heure étaient les chromosomes, maintenant ce sont les chromatides. Et à l'anaphase, donc, il va y avoir séparation des deux chromatides de chaque chromosome. Donc, pour chaque chromosome, séparation des centromères et des chromatides. Chaque chromatide est entraîné vers un pôle opposé, structure en V, ascension polaire. Alors que la télophase 2, donc reformation de l'enveloppe nucléaire autour des chromosomes rassemblés, reconstitution d'un nouveau noyau, disparition du fuseau achromatique, cytodiérèse, c'est-à-dire division de la cellule mère, c'est-à-dire le cytoplasme de la cellule mère, et formation de 4 cellules haploïdes, chaque cellule fille, contenant N chromosomes, a un chromatide maintenant, et elle est haploïde. La deuxième division donc permet d'obtenir deux cellules filles haploïdes à partir de la cellule mère haploïde. Et on parle de division équationnelle ou la méiose 2.
À maturité sexuelle, un organisme diploïde, animal ou végétal, devient capable de produire des gamètes haploïdes grâce à la méiose. La méiose assure donc le passage de la phase diploïde à la phase haploïde. La méiose est une succession de deux divisions cellulaires particulières permettant d'obtenir 4 cellules filles haploïdes à partir d'une cellule mère diploïde. Au cours de la première division de méiose, c'est-à-dire la division réductionnelle, qui est précédée d'une phase de réplication de l'ADN, c'est-à-dire l'interphase, les chromosomes homologues de chaque père s'associent étroitement, puis sont séparés et répartis dans les deux cellules filles, c'est-à-dire réduit le nombre de chromosomes par cellule. La seconde division de méiose, la division équationnelle, s'engage sans réplication préalable de l'ADN. Elle assure la séparation des chromatides de chaque chromosome et leur répartition dans les 4 cellules filles. Ces dernières sont à l'origine des gamètes, c'est-à-dire que chaque cellule ne possède qu'un exemplaire de chaque paire de chromosomes homologues, donc un seul allèle par gène considéré. Donc la cellule mère a 2 N, et on va avoir 4 cellules filles à N chromosomes, donc à retenir. La méiose est un processus commun à toutes les espèces sexuées, caractérisé par la séparation des chromosomes homologues. Ainsi, la méiose permet d'obtenir à partir d'une cellule à 2 N chromosomes, 4 cellules à N chromosomes. Si on passe à la deuxième question, donc décrire le comportement chromosomique pendant les phases B, C, F et G. Pendant les phases B, métaphase de la division réductionnelle, les chromosomes bivalents sont de part et d'autre de l'équateur cellulaire et chaque chromosome est composé de 2 chromatides bichromatidiens. B. Là voilà. Donc on a ici la plaque équatoriale. Donc chaque chromosome est toujours formé de 2 chromatides. C. On voit ici qu'il y a séparation en deux lots. Donc c'est l'anaphase 1. L'anaphase de la première division, c'est de la division réductionnelle. Les chromosomes ne sont plus bivalents, mais chaque chromosome est toujours composé de 2 chromatides, c'est-à-dire bichromatidiens. F, là voilà, on voit ici qu'il y a 2 cellules à la métaphase, donc c'est la métaphase 2. Métaphase de la deuxième division, métaphase de la division réductionnelle. Les chromosomes sont situés sur le même plan équatorial et chaque chromosome est toujours composé de 2 chromatides, c'est-à-dire bichromatidiens. Alors qu'en phase G, on a ici séparation. Donc, anaphase de la division équationnelle, chaque chromosome est constitué seulement d'une chromatide monochromatidienne. Si on détermine la formule chromosomique de la première cellule et de la dernière. Donc, la formule chromosomique de la première cellule, c'est-à-dire la cellule mère, la spermatogonie, donc elle est diploïde. Elle peut être 2N, c'est-à-dire 22AA plus XY pour le mâle, ou 22AA plus XX pour la femelle. Alors que pour les gamètes, c'est-à-dire les cellules haploïdes, la dernière cellule qu'on va avoir, N est égal à 22A, donc A au lieu de AA. Là, ici, on a une paire de chromosomes. Par contre, ici, il y a un seul exemplaire. Et bien sûr, un seul exemplaire du chromosome sexuel. Pour l'homme, il va y avoir 2, un X ou un Y. Par contre, pour la femme, il y a seulement que X. Activité numéro 3. Comment la méiose aboutit-elle à des gamètes différents et donc des individus différents les uns des autres? Les individus de même espèce sont différents les uns des autres car ils possèdent des allèles différents. On observe une grande variété d'individus formés. On parle de diversité de phénotype ou polymorphisme. On cherche à comprendre les mécanismes à l'origine de cette diversité des individus à partir de documents A et B. Au cours de la méiose, on a constaté que les chromatides des chromosomes se séparent et se répartissent équitablement pour avoir 4 cellules filles identiques de point de vue nombre de chromosomes, mais génétiquement différents. Des observations microscopiques des cellules en division méiotique montrent qu'au cours de la prophase de la première division réductionnelle, montrent que les chromosomes homologues sont appariés et leurs chromatides sont en contact étroit, comme le montre le document suivant. Remarquez ici les 2 chromosomes à 2 chromatides chacune. Donc 2 chromosomes homologues ou bivalents vont s'apparier pour former ce qu'on appelle une tétrade. Ces chromatides peuvent se croiser dans certains coins et se partager des fragments. À partir de document A,
En se basant sur vos connaissances sur la méiose et ses caractéristiques, et à partir d'une cellule diploïde 2N est égal à 4, deux paires de chromosomes, deux rouges et deux bleus, et deux couples d'allèles AA et grand A, petit a, grand B, petit b, portés par deux chromosomes différents, donc un individu hétérozygote pour les deux gènes sera du génotype A, petit a, B, enfin grand B, petit b. Reproduire et compléter les schémas d'une spermatogonie en indiquant la garniture chromosomique des gamètes obtenus. Déduire le nombre de types de gamètes renfermant des garnitures chromosomiques différentes. Et calculer le nombre de gamètes génétiquement différents dans le cas de 2N est égal à 6, 2N est égal à 8 et 2N est égal à 46, c'est dans le cas de l'homme. Pour le deuxième document, en considérant une cellule diploïde 2N est égal à 2, c'est-à-dire une paire de chromosomes homologues, un rouge et un bleu, donc un rouge et un bleu, et deux couples d'allèles grand A, petit a, grand B, petit b, portés par le même chromosome, donc un individu hétérozygote pour les deux gènes sera du génotype toujours grand A, petit a, grand B, petit b. Dans ce cas, définir le phénotype présenté dans le document, représenter les gamètes issus de ce phénomène, réaliser des schémas explicatifs et en fin de compte, résumer le rôle de la méiose dans le brassage de l'information génétique. Donc, comme réponse à la première question, au cours de la méiose, on a constaté que les chromatides des chromosomes se séparent et se répartissent équitablement pour avoir 4 cellules filles identiques de point de vue nombre de chromosomes, mais génétiquement différents. On nous demande de reproduire et compléter. Au cours de la méiose, les chromosomes se répartissent d'une façon aléatoire. Lors de l'anaphase 1 de la méiose, chaque chromosome d'une paire de chromosomes homologues peut migrer aléatoirement et de façon indépendante pour chaque paire vers l'un ou l'autre des pôles de la cellule. Il y a ainsi un brassage des chromosomes homologues dans les cellules filles. On parle de brassage interchromosomique. Un exemple, on a ici deux paires de chromosomes, une paire qui est grande et une paire qui est petite. Dans la petite, on a aussi modifié un qui est rouge, l'autre bleu, de même pour les grandes. Lors de la première division, remarquez ici, on a un grand et un petit, un grand et un petit, un grand et un petit, mais les couleurs sont différentes. Là, on a tous des rouges, alors qu'ici, on a un rouge et un bleu. Dans la deuxième division, voilà donc la séparation des chromosomes, et remarquez ici qu'on a ce type de chromosomes sont identiques, ainsi que ceci, et ceci, et ceci. Donc, ce brassage interchromosomique produit de nouvelles combinaisons alléliques, combinaisons recombinées qui ont la même fréquence que celle des combinaisons parentales, ce qui assure la diversité de la composition chromosomique au sein des gamètes. Déduire le nombre de gamètes. Alors, pour une cellule qui est à 2N est égale à 4, comme on a vu tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a constaté? 4 types de gamètes haploïdes génétiquement différents. C'est-à-dire, on va voir ici 2N, et là, on a 4, c'est-à-dire 2N est égal à 4. Ça veut dire qu'il y a 2 paires. On met 2 à la puissance 2, c'est-à-dire le nombre de paires. 2 à la puissance 2, et on va avoir 4 types de gamètes. Une cellule à 2N est égale à 6. 6, c'est 3 paires de chromosomes. Donc, 2 à la puissance 3, on va avoir 8. Donc, 8 types de gamètes. Pour la cellule 2N est égal à 8, on a 4 paires, donc c'est 2 à la puissance 4, on va avoir 16 types de gamètes. Alors que dans le cas de la cellule humaine, on va avoir 2N est égal à 46, donc on a 23 paires, donc 2 à la puissance 23, c'est à peu près 8 millions de gamètes génétiquement différentes. Le brassage chromosomique est d'autant plus important que le nombre de chromosomes est élevé. Le brassage interchromosomique assure la diversité de la composition chromosomique au sein des gamètes. Il fournit ainsi des gamètes de type parentaux et d'autres de type recombiné. Et bien sûr, ils sont de même proportion. Pour la question concernant l'activité B, on nous demande bien sûr de définir le phénomène présenté dans le document
de représenter les gamètes issus de ce phénomène, de réaliser des schémas explicatifs et de résumer. Donc, si on définit le phénomène. Donc, comme on a vu tout à l'heure, que les chromosomes homologues, c'est-à-dire les bivalents, peuvent se croiser dans certains points. Voilà. C'est ce qu'on appelle un chiasma. Mais après, remarquez ici, il y a un échange de fragments entre ces chromosomes homologues. Dans les cellules en prophase 1, au cours de la division réductionnelle de méiose, on observe des chromosomes homologues étroitement appareillés. Leurs chromatides s'enchevêtrent et forment des figures en forme de X, ce qu'on appelle le chiasma, appelé chiasma. Au niveau des chiasmas, des échanges de fragments de chromatides peuvent se produire entre chromosomes homologues. C'est le phénomène de crossing over ou enjambement. Ceci entraîne de nouvelles combinaisons d'allèles, donc de nouveaux gamètes. Représentez les gamètes issus de ce phénomène. Lors du crossing over, des échanges de segments de chromatides se réalisent entre les chromosomes homologues, ce qui entraîne la formation de nouveaux gamètes différents génétiquement. Bien entendu, ce crossing over n'entraîne une modification que dans le cas où l'individu est hétérozygote. Par contre, un individu homozygote ne donne qu'un seul type de gamètes, alors qu'un type hétérozygote peut donner différents types de gamètes selon son génotype. Donc voilà un exemple. On a ici deux paires de chromosomes, donc 4 chromosomes, 2n est égal à 4. Là, la première division, vous voyez ici, il y a un échange de fragments entre les chromosomes, donc il y a ce qu'on appelle le crossing over. Là, la première division, séparation des chromosomes homologues, chacun vers une cellule. Et après, la deuxième division, remarquez ici, on a 4 types de cellules génétiquement modifiées et non pas le même type de chromosomes. Donc, vous voyez bien ici qu'on va avoir 4 types de cellules qui sont différentes génétiquement. Ça, c'est ce qu'on appelle le brassage intrachromosomique. Voilà donc un schéma réalisé de façon simple. Alors, pour résumer, la méiose est la division caractéristique des cellules germinales, formée de 2 divisions successives. La division réductionnelle et la division équationnelle. Et chaque division est formée de 4 phases. La méiose induit une recombinaison des allèles portés par les chromosomes grâce à des brassages dus au comportement des chromosomes au cours de la méiose. Brassage intrachromosomique, c'est-à-dire en prophase 1, la division réductionnelle, des crossing over remaniant les chromosomes et brassent les allèles intrachromosomiquement. Ce brassage génétique permet de la formation d'un grand nombre de gamètes différents génétiquement, d'où l'importance de la méiose dans la diversité des êtres vivants. Le brassage interchromosomique en anaphase 1, et après le brassage intrachromosomique, une disjonction aléatoire des allèles, c'est-à-dire une séparation aléatoire des allèles, induit un brassage des allèles, c'est-à-dire interchromosomique. Chaque cellule fille reçoit l'un ou l'autre des chromosomes de chaque père, et de façon aléatoire, et indépendante d'un quelconque phénomène. Le résultat de ces deux brassages intra- et interchromosomiques donne un nombre très important de gamètes, tous différents, et donne la possibilité d'une infinité de combinaisons génétiquement. Le résultat de ces deux brassages donne un nombre très important de gamètes, tous différents, et donne la possibilité d'une infinité de combinaisons génétiques différentes. Alors, pour comprendre, on a ici des représentations schématiques concernant la formation des gamètes dans les différents cas. On va voir le premier cas. Remarquez bien ce qui se passe. Donc, dans ce cas, il n'y a pas de changement de fragment entre chromatides. Donc, on a un brassage interchromosomique. Donc, séparation des chromosomes de façon aléatoire pour donner 4 types de cellules gamétiques qui sont totalement différentes génétiquement. Le deuxième cas.
Là aussi, il n'y a pas d'échange de fragments. Donc on a encore ce qu'on appelle un brassage interchromosomique. Et remarquez, celui-là avec celui-là, on obtient des gamètes qui ne sont pas identiques. On va voir maintenant les autres de façon plus ou moins rapide. Là, on voit bien qu'il y a un échange de fragments. Donc, il y a ce qu'on appelle un crossing over. Et vous voyez bien qu'on va obtenir des gamètes qui sont totalement différents les uns des autres. Donc, on a obtention de gamètes soit par brassage intrachromosomique, soit par brassage interchromosomique. Comme conclusion, la méiose nécessite donc deux divisions successives, appelées division réductionnelle, qui réduit le nombre de chromosomes par cellule, et division équationnelle, équilibre même nombre de chromosomes par cellule. La méiose est précédée par l'interphase, où la cellule va subir lors de la phase S, c'est-à-dire la synthèse, la duplication de son programme génétique, comme on a vu dans le cas de la mitose, à partir d'une cellule mère diploïde à 2 N chromosomes, c'est-à-dire à 2 chromatides chacun. La méiose donne naissance au début à 2 cellules haploïdes à N chromosomes à 2 chromatides, c'est-à-dire chaque chromosome est formé à 2 chromatides, c'est-à-dire bichromatidia. Puis à 4 cellules haploïdes à N chromosomes et chacun à une chromatide, c'est-à-dire monochromatidia. C'est-à-dire que chaque cellule fille ne possédera qu'un exemplaire de chaque paire de chromosomes homologues, donc un seul allèle par gène considéré. Grâce au brassage chromosomique inter- et intrachromosomique, la méiose permet d'avoir une multitude de gamètes haploïdes et génétiquement différents. Donc, une cellule mère va donner 2 cellules filles grâce à la division réductionnelle qui sont haploïdes, et chacune, grâce à la division équationnelle, va donner 4 cellules qui seront bien sûr haploïdes. De cela se produit lors de la spermatogenèse au niveau des testicules, des tubes séminifères des testicules chez un mâle. À partir d'une cellule mère, va subir la première division, puis la deuxième division pour donner les 4 cellules, c'est-à-dire les 4 spermatozoïdes, après une différenciation bien sûr. Remarquez ici, donc une cellule mère va donner 2 cellules filles pour la première division, et chacune va donner 2 pour donner 4 cellules haploïdes, gamétiques, haploïdes à la télophase. Là, une comparaison entre la gamétogenèse chez l'homme et chez la femme. Chez l'homme, elle se réalise en 4 phases. La phase de multiplication par mitose, la phase d'accroissement, la phase de maturation et une phase de différenciation. C'est-à-dire le spermatocyte va donner un spermatozoïde. Par contre, chez la femelle, il y a une phase de multiplication, une phase d'accroissement, une phase de maturation, mais il n'y a pas une phase de différenciation. Car l'ovocyte qu'on a ici va donner ce qu'on appelle l'ovule. Situation problème numéro 2, on va voir la rencontre des gamètes, c'est-à-dire la fécondation et le brassage d'informations. Le brassage génétique réalisé durant la méiose produit une grande diversité de gamètes. Mais lors de la fécondation, les matériels génétiques haploïdes des deux gamètes s'associent pour former ou pour constituer le nouveau matériel génétique du zygote diploïde formé. Donc on a ici un spermatozoïde, on a ici l'ovule, donc il va y avoir rencontre des deux gamètes, voilà la rencontre des deux gamètes pour donner un œuf, le voilà, qui va se diviser, c'est-à-dire l'union des gamètes, c'est-à-dire la karyogamie, puis il y a, c'est-à-dire le zygote va commencer à se diviser pour donner l'embryon. Donc, comme question, quelles sont les conséquences de la fécondation sur la diversité génétique? Comme activité, on va voir le brassage des chromosomes lors de la fécondation. Et document 1, les documents suivants présentent l'observation microscopique d'une fécondation chez la drosophile par exemple. Vous voyez ici un ovule entouré par une multitude de spermatozoïdes et seulement un qui va réussir à pénétrer.
pour féconder cette ovule, pour donner la cellule œuf qui va bien sûr commencer à se diviser. À partir des documents proposés et vos connaissances, énoncez les étapes de la fécondation et son intérêt dans la reproduction sexuée. Arrêtez la vidéo pour réfléchir un peu sur le sujet et après démarrez-la pour continuer. Au cours de la fécondation, il y a rencontre au hasard des gamètes. Les gamètes mâles et femelles se rapprochent. Le gamète mâle injecte son noyau dans l'ovule et les deux noyaux s'unissent. Vous voyez, les deux noyaux vont s'unissent et leur fusion conduit à un seul noyau diploïde dans une cellule appelée cellule œuf ou zygote. Diploïde. La fécondation établit donc la diploïdie dans la cellule œuf et assure ainsi le retour à la diploïdie. La réunion aléatoire des gamètes au cours de la fécondation multiplie la diversité des zygotes possibles, donc la diversité des individus. On a tout à l'heure découvert que l'homme peut produire 2 à la puissance 23 gamètes possibles par le père et le même nombre par la mère. Donc on peut avoir, d'après ça, la rencontre de ces deux gamètes, à peu près 70 000 milliards de combinaisons possibles. Et cela sans tenir compte, bien sûr, du brassage intrachromosomique, des mutations qui peuvent bien sûr survenir lors des cellules germinales, etc. Donc on a bien sûr un nombre très grand d'œufs qui peuvent donner des individus qui ne peuvent pas être semblables. Document 2. Pour déterminer le rôle de la fécondation dans le brassage génétique, on s'intéresse à la diversité des génotypes des descendants des deux parents. On considère deux couples d'allèles A, B, B, situés sur deux paires de chromosomes différents. Les deux parents sont hétérozygotes. Complétez l'échiquier de croisement ci-contre. Comparez génétiquement les cellules œufs obtenues. Calculez le nombre possible de cellules donc d'individus dans le cas de la reproduction de l'homme. Déduire le rôle de la fécondation dans la diversité génétique des individus issus de la reproduction sexuelle. Donc voilà l'échiquier qu'on nous demande de remplir. Lors de la fécondation, parmi l'immense diversité des gamètes produites par la méiose, un seul gamète de chaque sexe se voit sélectionné. Son génotype est nécessairement différent de celui du sexe opposé. Cette sélection, parmi des millions de combinaisons génétiques possibles, s'effectue au hasard. De plus, la rencontre des parents s'effectue elle-même au hasard, le plus souvent amplifiant ainsi le caractère aléatoire de la nouvelle combinaison génétique réalisée par la fécondation. Si l'on considère de nouveau nos deux couples d'allèles, si les deux parents ne forment que 4 types de gamètes différents, leurs descendants pourront comporter 4 phénotypes et 9 génotypes différents. Remarquez ici, on a ici le père, puisqu'on a seulement 4 allèles, il peut y avoir grand A, grand B, grand A, petit b, petit a, grand B, petit a, petit b, comme gamètes, de même pour la femme. Et la rencontre de ces gamètes, c'est-à-dire grand A, grand B avec grand A, grand B, le voilà, va donner seulement grand A, grand B, et ainsi de suite. Donc on va avoir 9 types de génotypes pour 4 génotypes. AB, 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 donc le grand A, grand B, puis petit a, petit b, puis petit a, grand B, et grand A, petit b. Voilà tout ce qu'on peut avoir. Question numéro 2. On compare. Donc si on compare, la comparaison montre que les cellules œufs obtenues sont génétiquement différentes. La réunion aléatoire des gamètes au cours de la fécondation multiplie la diversité des zygotes possibles, d'où la diversité des individus. Ainsi, la caryogamie, c'est-à-dire la rencontre des noyaux, mâles et femelles, assure non seulement le retour à la diploïdie, mais permet également un mélange des chromosomes paternels et maternels et donc de leurs gènes. Si on calcule, donc à la fécondation, il y a rencontre au hasard des gamètes, et des gamètes mâles et des gamètes femelles, pour former des cellules œufs à l'origine de nouveaux individus. Donc la cellule œuf qui donnera un nouvel individu contient donc un programme génétique unique
pour un seul et même couple donne 2 à la puissance 23 gamètes du mâle et peut donner, comme on a dit tout à l'heure, 70 milliards de combinaisons possibles. Et cela sans tenir compte bien sûr du brassage intrachromosomique. Qu'est-ce qu'on peut déduire? Donc la fécondation assure d'abord le retour à la diploïdie, c'est-à-dire conserver le karyotype de l'espèce, et le polymorphisme génétique, c'est-à-dire amplifie la diversité génétique, ainsi que l'unicité des individus, c'est-à-dire que chaque individu, il est unique. Il n'y a pas deux. Deux, c'est pour les jumeaux, les vrais jumeaux. Donc le bilan, chez tous les organismes présentant une reproduction sexuée, deux phénomènes essentiels et consécutifs, la méiose et la fécondation, une phase haploïde et une phase diploïde s'alternent, ce qui détermine le cycle de développement de l'espèce. Ainsi, la méiose et fécondation sont les deux phénomènes fondamentaux et complémentaires de la reproduction sexuée, qui assurent le maintien du karyotype au cours des générations. La méiose se produit au cours de la gamétogenèse, c'est un type de division nucléaire particulier aux gamètes. Il permet la réduction chromosomique ou la réduction chromatique de 2N à N chromosomes grâce à un ensemble de deux divisions cellulaires successives. Lors de la première division, il se forme deux cellules contenant chacun N chromosomes bichromatidiens. Lors de la seconde division, les chromatides de chaque chromosome se séparent en anaphase 2 et chaque cellule fille formée reçoit N chromosomes d'origine paternelle ou maternelle. La fécondation permet la rencontre au hasard aléatoire des gamètes des parents. Ainsi, la karyogamie restaure la diploïdie et le zygote formé se divise par mitose dans les heures qui suivent la fécondation pour donner un nouvel individu. La méiose et la fécondation sont donc les deux moments privilégiés du brassage génétique lors de la reproduction sexuée. Elles permettent ainsi le maintien du polymorphisme et l'unicité génétique de chaque individu en redistribuant les allèles au hasard dans chaque gamète. La méiose est en effectuant un tirage au hasard parmi la multitude de gamètes possibles dont la rencontre est tout aussi aléatoire lors de la fécondation que celle des parents qui les produisent. C'est pour cela que chaque individu est unique. Probabilité de voir ou de concevoir deux fois le même individu est minime, à l'exception des vrais jumeaux qui ont exactement la même information héréditaire. La reproduction sexuée permet ainsi à deux parents de transmettre une partie de leur patrimoine génétique à leurs descendants. Deux individus sont à l'origine d'un nouvel individu. Deux individus sont à l'origine d'un autre ou d'un nouvel individu, dont le phénotype est différent de ses parents et de ses frères ou sœurs. Voilà le père et la mère, le karyotype de la mère et le karyotype du père. La division pour donner des gamètes, voilà les gamètes parentales, les spermatozoïdes et l'ovule. La rencontre des deux qui se fait bien sûr au hasard va donner un œuf. Cet œuf bien sûr va donner un individu. Ali, Mariam, Rim. D'accord? Et Mariam et Ali et Rim ne sont pas semblables, bien qu'ils sont sœurs et frères, et bien qu'ils soient ou qu'ils descendent des mêmes parents. Donc, chaque individu est porteur de chromosomes moitié parental et moitié maternel. Maintenant, on passe aux exercices. Comme premier exercice, cochez là où les réponses justes. Donc n'oubliez pas d'arrêter la vidéo pour répondre à ces questions tout seul. Vous prenez votre temps pour y répondre. Alors, comme réponse. Voilà donc pour la première partie. La deuxième partie et la troisième partie. Le document suivant présente quelques étapes de la méiose. À partir du document, répondre aux questions.
Donc vous avez ici les étapes, et là vous avez des questions. Vous devez choisir la réponse juste pour ces photos-là. Comme réponse, le document suivant présente quelques étapes d'un phénomène qui se produit au cours de la gamétogenèse. Définir ce phénomène, ranger chronologiquement les étapes, déterminer l'étape non présentée et schématiser là en considérant une cellule végétale de n est égal à 6. Quelle est l'importance de ce phénomène? Toujours arrêtez la vidéo pour répondre aux questions. Alors, comme première réponse, puisqu'on parle de gamétogenèse, donc il s'agit bien sûr de la méiose. La méiose est un processus commun à tous les êtres vivants, à toutes les espèces sexuées surtout. Il est formé de deux divisions successives qui précèdent une réplication d'ADN, c'est-à-dire le passage des chromosomes de 1 à 2 chromatides. À l'issue de la première division, la cellule initiale diploïde de Z chromosome a donné naissance à deux cellules à N chromosomes. Ainsi, la séparation du chromosome homologue permet une réduction chromatique. Et au cours de la seconde division de méiose, les chromatides de chaque chromosome se séparent. Ainsi, la méiose permet d'obtenir, à partir d'une cellule à 2 N chromosomes, 4 cellules à N chromosomes. Si on range chronologiquement, c'est-à-dire on doit classer ces photos ou ces images chronologiquement, c'est-à-dire en fonction du temps. Donc la classification 1, 3, 4, 2, 6, 5. 1, 3, 2, enfin 1, 3, 4, 2, 6, 5. Déterminer l'étape non présentée. Alors si on cherche ici, on voit là, on a l'anaphase 2, là la télophase 2, la métaphase 1, la prophase 1, la métaphase 2, et là la métaphase 1. Donc on n'a pas la télophase 1. On demande de la représenter. Donc la télophase 1, pour la représenter, bien sûr, on doit mettre une cellule mère et les deux lots de chromosomes c'est-à-dire au pôle. Et bien sûr, on a seulement 3 en haut et 3 en bas, puisque 2n est égal à 6. Quelle est l'importance de ce phénomène? Donc, on sait bien que la méiose a une importance qui est très grande dans la reproduction sexuée. C'est grâce à elle que les cellules diploïdes deviennent haploïdes. Grâce à elle que l'individu mûr ou mature peut produire des gamètes haploïdes nécessaires à la reproduction, nécessaires à donner de nouveaux individus. Enfin, on considère une cellule mère, spermatogonie, d'un individu hétérozygote. Déterminer les différents types de gamètes produits par cet individu. Dans le cas où son génotype est de génotype grand A, petit a, grand B, petit b, et dans le cas où son génotype est de type grand A, B, petit a, petit b. Remarquez ici, les gènes A et B sont séparés, alors que là, ils sont liés. Voilà donc la cellule mère, voilà donc l'apparition des chromosomes, et on vous demande de compléter pour chaque cas, le premier cas et le deuxième cas. Arrêtez la vidéo pour répondre à votre question tout seul, pour indiquer votre réponse. Je vous présente ici comme un exemple. Donc on a ici, c'est-à-dire les deux chromosomes à gènes séparés, et remarquez ce qui se passe pour aboutir à 4 cellules filles haploïdes. Faites la même chose dans ce cas-là, grand A, grand B, petit a, petit b. À la prochaine vidéo concernant la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes.